comme ça. Merci. Je cède maintenant la parole à la députée de Verdun, qui dispose d'environ 18 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Je vais continuer dans le sens du collègue Paul-Sud parce que ça m'intéresse un peu plus l'application des prêts et des bourgs. On voit dans le cadre du budget qu'on a mis à disposition, puis on le disait tout à l'heure, des aides financières sous forme des prêts, un apport de liquidité de 1,6 milliard de dollars. On voit aussi qu'il y a des crédits de 400 millions de dollars sur 2 ans qui sont prévus pour cette initiative. En quoi consistent vraiment ces 400 millions? Est-ce que les intérêts sont assumés par le gouvernement? Si on suppose que les prêts sont octroyés au même taux que le gouvernement se finance, comme à 4 %, alors le 4 de taux d'intérêt correspond à notre coût de financement, puis il n'y a pas d'impact financier. Donc, le 400 millions, c'est la provision pour crédit de 25 % sur 1,6 milliard de prêts. Donc, 1,6 milliard de prêts à taux de 4 % par exemple. On prend une provision de 400 millions. Ça veut dire qu'on fait l'hypothèse initiale que 25 % des prêts ne seront pas remboursés. Donc, ça, c'est de l'argent qui ne va pas retourner dans les coffres. Donc, vous prévoyez un 400 millions de côté pour venir sans. C'est-à-dire que la mesure, ce n'est pas 1,6 milliard, c'est 2 milliards. Non. La mesure, c'est 1,6 milliard de prêts qui a un impact financier initial de 400 millions. Mais par exemple, si c'est des prêts 5 ans, et puis supposons qu'on aurait une période extrêmement difficile, grande récession, etc., puis que les provisions pour prêts s'avéraient insuffisantes. Supposons qu'on aurait un taux de recouvrement sur prêts de seulement 50 %. Il faudra rajouter un autre 400 millions dans les années futures. OK. Donc, c'est des 400 millions qui peuvent être perdus dans ce sens-là? Le 400 millions, c'est une provision pour risque de crédit à l'octroi des prêts. OK. Donc, c'est les risques à l'octroi calculés à 25 %. C'est ça. C'est comme si on disait qu'il y a 25 % de probabilité de défaut. OK. Je comprends. Les intérêts, vous avez dit que est-ce qu'ils vont être assumés par le gouvernement pour le prêt? Non. Ce sont des prêts au taux préférentiel, c'est-à-dire qu'on prête au taux du gouvernement, alors que la plupart de ces entreprises-là ne pourraient pas emprunter au taux du gouvernement. C'est pour ça qu'ils empruntent chez nous au lieu de... Aller à la banque. Avec des institutions financières, par exemple. Puis souvent, ils font les deux, là. Ils vont obtenir une part de financement d'institutions privées, une part d'institutions publiques. Okay. Merci pour ces réponses. J'aimerais vous parler d'évitement fiscal. Oui. On parle beaucoup parlons des revenus qui ne sont pas au rendez-vous, on va le dire comme ça. Suite aux Panama Papers, qu'on connaît tous, il y a eu un récent article dans la presse qui parlait des effets de l'évitement fiscal qui a été dévoilé. On voit d'abord comment en ce qui concerne le Canada, l'Agence du revenu du Canada a effectué plus de 310 vérifications. De leur côté, c'était lié aux Panama Papers. Ils sont allés chercher des cotisations de plus de 83 millions de dollars en impôts et en pénalités. Au Québec, étant donné que nous, on gère notre propre système fiscal, le fisc a facturé près de 57,5 millions en impôts et pénalités supplémentaires à des contribuables grâce aux fuites. Moi, je voulais vous entendre un peu plus pas seulement sur ces sommes-là, c'est que ce qu'on voit dans l'article, c'est que 46,7 millions ont réellement été encaissés. C'est de la porte-parole de Revenu Québec qui nous le dit, mais que le gros de ces montants provient des divulgations dites volontaires, donc des contribuables qui ont, suite aux révélations, eux-mêmes, ils ont dit « Ah, je m'en viens, je vais rembourser, je vais divulguer ». Oui, allez-y, je vous laisse compléter en poser la question. Je ne pense pas que l'article disait là, clairement à quel moment ils ont divulgué, là, mais il y a des nuances là, sur les... Mais j'aimerais ça vous entendre là-dessus. En fait, c'est un peu de l'essence de ma question. Le programme de divulgation volontaire de Revenu Québec, c'est que une fois dans votre vie, un contribuable peut rectifier une erreur fiscale, c'est-à-dire qu'il
il la signifie lui-même et puis il y a des corrections qui sont faites et donc, il est possible que les fuites des Panama Papers aient incité des gens à divulguer, mais à ce moment-là, je ne suis pas convaincu que ça répond aux critères de la divulgation volontaire, là. Généralement, une divulgation volontaire, c'est initié par le contribuable, par exemple, qui va dire ben moi, je détenais... Bon, je ne sais pas si mon exemple est pertinent, mais moi, je détenais des titres bon, mettons, j'avais une propriété aux États-Unis, je l'ai vendue, je n'ai pas divulgué mon gain de capital. Puis là, je vous annonce que j'aurais dû vous divulguer ça 5 ans plus tard. Alors là, Revenu Québec prend acte de la situation, vous cotise avec intérêt et il n'y a pas d'infraction parce que c'est vous qui avez initié l'enquête. Alors, il y a un... Mais vous ne pouvez pas faire ça plus qu'une fois dans votre vie. Puis là, clairement, Panama Papers, si votre nom était là-dedans, bien là, Revenu Canada puis Revenu Québec ont fait des recherches, ils ont regardé, puis là, ils ont cotisé des gens, puis ça, c'est pas des cotisations volontaires. Non, exactement. Alors, juste pour revenir, parce que j'ai fait la supposition que ces personnes-là, ils ont divulgué volontairement, mais vous venez de dire quelque chose d'assez intéressant, c'est dès que le nom, voire l'omission était public, d'après moi, c'est pas une divulgation volontaire, ça. Alors, à ce moment-là... Divulgation involontaire, puis là, l'Agence de revenus du Canada, Revenu Québec vous cotise et d'après moi, je ne suis pas un expert en divulgation volontaire puis en cotisation après enquête, mais d'après moi, les pénalités sont plus importantes puisqu'on permet une divulgation volontaire dans l'avis d'un contribuable. Puis ça, c'est une des choses qu'on se demande, là. Est-ce qu'on devrait permettre une deuxième divulgation volontaire? Est-ce que ça nous amènerait des revenus qu'on n'aurait pas? Puis on est dans la philosophie fiscale et je n'ai pas de réponse pour vous. Peut-être ma question pour être capable de tirer des conclusions, avez-vous un suivi de quand, alors, est-ce que c'est possible de nous déposer ce type de suivi? C'est-à-dire, il y a eu les Panama Papers, il y a eu des divulgations, combien de personnes ont fait... Bien, ce que je vous inviterais à faire, c'est poser la question dans le cadre des crédits à Revenu Québec. Et eux vous divulgueront ce qu'ils considèrent qu'ils ont le droit de divulguer en vertu de la loi. OK, j'entends parce que... Ça m'apparaît une question très pertinente. Mais je pense, puis on s'entend, vous l'avez dit, là, il y a un enjeu, parce que dès que ce n'est pas une divulgation volontaire, il faut aller chercher des pénalités. Si vous posez la question, combien de divulgations volontaires vous avez faites dans les 5 dernières années, par exemple, ça, ils vont vous le dire. Combien d'efforts de recouvrement fiscal ont été faits dans le cadre de votre collaboration avec Revenu Canada, ils vont vous le dire. Là où ils ne voudront pas vous dire, c'est si vous demandez des noms de contribuables ou de compagnies ou la confidentialité des dossiers fiscaux, même des gens qui contreviennent à la loi fiscale, volontairement ou non, c'est important. Puis peut-être pour aller dans le même sens, parce que parlons des pénalités, là, dans les textes que j'ai lus, le texte nous dit que après avoir constaté que le Fisc fédéral, et en fait, ils ont constaté que le Fisc fédéral n'avait pas appliqué aucune amende. Les papers n'ont entraîné aucune amende ou peine de prison du côté québécois non plus. En constat de sévère pour Mme ici Silla Chereb, si je peux bien prononcer son nom, analyste au sein de l'Organisme canadien pour une fiscalité équitable. Il semble tout simplement que personne ne prend ces questions au sérieux, que ce soit pour appliquer la loi ou la modifier. Je la cite dans l'article. Est-ce qu'il y a eu des amendes ou des peines de prison suite au Panama Papers du côté québécois? Il y a une grande collaboration entre Revenu Canada et Revenu Québec sur les planifications fiscales agressives. Grande collaboration. Est-ce qu'il y a eu
des emprisonnements, je pourrais pas vous dire, parce que je n'ai pas et je ne veux pas d'informations sur les situations fiscales particulières des individus ou des corporations. Je comprends, mais je pense que... Je comprends D'après moi, il avoir... y a eu des cotisations, c'est indéniable. Il y a eu des cotisations payées. Il y en a qui sont en suspens. Puis, jusqu'où va le processus lorsque vous refusez de payer vos cotisations? D'habitude, vous avez des amendes et des intérêts qui cumulent. Puis après ça, il peut y avoir un processus judiciaire. Puis comment le processus judiciaire se termine si vous refusez de payer? Est-ce qu'il peut y avoir des sanctions pénales? La réponse, c'est oui. OK. Je vous pose la question, pas pour avoir des noms ici Non. autour de la table, c'est pour qu'on ait une vue d'ensemble de comment on gère l'évitement fiscal quand c'est rendu aussi public, quand on a eu autant de scandales. On a des équipes spécialisées qui vont dans ces banques de données et font des recherches aussitôt qu'elles sont publiées. Et il y a une grande collaboration entre Revenu Canada et Revenu Québec pour ça. Mais, et là, Monsieur le ministre, parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'intention ou le degré de moralité, en fait, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est peut-être plus philosophique de votre part, mais de voir quelle est votre impression de la fraude fiscale. Est-ce que pour vous, c'est aussi répréhensible, par exemple, que d'autres vols qu'on a, mettons, un vol à l'étalage, parce que c'est quand même des grands montants dont on se prive en ce moment? Bien, il faut toujours distinguer entre évitement fiscal et évasion fiscale. Évitement fiscal, ce sont des planifications agressives légales. Et évasion fiscale, ce sont des planifications fiscales illégales. Alors, c'est important, cette nuance, parce que il y a des... Et on resserre continuellement notre législation contre la planification fiscale agressive ou contre les gens qui étirent l'élastique en leur faveur. Puis on a des équipes spécialisées, puis on fait des cotisations. Alors, philosophiquement, plus l'assiette fiscale est large, moins nous payons tous d'impôts parce que tous contribuent. Alors, c'est ça l'objectif de Revenu Québec, là. Que l'assiette fiscale soit la plus large possible, c'est-à-dire que tous ceux qui ont à y contribuer, contribuent. Vous faites la différence entre évitement et évasion, mais l'évitement, vous le définissez comme cette planification agressive. Et légale. Et légale. Donc, ça, c'est des personnes, des entreprises qui essayent de... Bien, encore une fois, je ne commande pas qui fait quoi. Mais il y a des stratagèmes fiscaux qui ont servi à éviter de payer de l'impôt dans le passé, qu'après analyse, on les trouve sous-optimales et on resserre la loi. Et lorsqu'on resserre la loi, bien, ces planifications-là ne sont plus légales et donc on peut cotiser dans le futur. Alors, on observe ce qui se passe et voilà.